enfant, on peut parler de tout, c'est pas grave si on, tu vois, si on fait des digressions, c'est trop cool. C'est bon, on est de retour. On est revenu. Alors, vous nous avez chassés? Non, il y a eu un problème technique de connexion. Il n'arrivait plus à envoyer dans OBS. Donc on est de retour, désolé les amis pour ce petit désagrément Ça a logiciel. été coupé? Ça, en fait, ça a juste... le live n'était pas coupé, je crois, mais ça envoyait plus de vidéo. C'est une première. C'est une première, effectivement. On a eu tous les bugs techniques, on n'avait pas eu celui-là. Oh, bah, les logiciels, ils sont en vacances aussi, voilà, comme nous, c'est comme ça. C'est Pâques. C'est Pâques. C'est Donc, comme ça. Et donc, bah, effectivement, et donc là, le procès est très suivi parce que il y a cet enjeu-là, effectivement, de elle qui l'accuse, l'opinion publique qui est plutôt en la faveur de Johnny Depp au fil des années, parce que ça date quand même, et là où on se rend compte que c'est même l'inverse en fait qui se produisait, et où il y a beaucoup de preuves parce que le procès est filmé et beaucoup de preuves et notamment des enregistrements où on l'entend elle qui lui dit mais non, je t'ai pas battu, je t'ai juste giflé ou des trucs comme ça, c'est pas pareil. Où elle lui dit mais de toute façon, tu vas aller dire ça à qui? Personne va te croire. Un acteur ultra connu qui se fait taper par une femme, n'importe quoi, personne te croira. Enfin voilà, elle ironise là-dessus. Et où vraiment elle est de plus en plus décrite avec un côté très pervers. Et voilà. Et donc, après, ça c'est. ça dure jusqu'à quand ce procès? J'ai l'impression que ça fait déjà une semaine. Ça a commencé début avril. Ah non, ça fait très longtemps que ça dure. Le 11 avril, je crois. Ça fait longtemps que ça dure. Pour un divorce? Ah non, pour un... Oui. Il est très très long, effectivement. Et où il y a des éléments, notamment où par exemple, elle se défend en disant non, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de témoin qui arrive à témoigner qu'elle a eu des traces de coups et blessures. Parce que forcément, c'est ça qu'ils vont chercher, c'est est-ce qu'il y a des gens dans l'entourage qui ont été témoins de ça et qui l'ont vu plusieurs fois blessé, etc. Et en fait, il n'y a pas ça. Et donc, la défense, c'est de dire, en fait, elle le cachait. Et par exemple, ça fait parler sur Twitter, l'avocate a sorti une palette de maquillage en disant, voilà, elle utilisait cette palette de maquillage pour camoufler tout ça. Et en fait, il s'avère que la palette en question, pas de bol, et là, c'était mauvais travail de l'avocat, je pense, ou de je sais pas qui, elle est sortie après la plainte. C'est-à-dire que les coups et blessures, enfin voilà, la palette c'était d'une marque et elle est sortie après. Donc ça forcément ça fait parler, c'est des petits trucs comme ça, donc il y a plein de rebondissements. Donc forcément ça fait parler et ça pose la question des violences conjugales qui est quand même un sujet d'actu. Un sujet pas d'actu mais de notre période de vie, on va dire, des grandes questions de société. Et donc, et notamment, on parle beaucoup de la violence faite aux femmes parce qu'elle est majoritaire, mais on parle moins, et donc là c'est l'occasion je pense de parler de la violence faite envers les hommes et à quel point c'est impossible pour un homme de porter plainte dans tous les cas. Enfin pas impossible. C'est intéressant ce que tu dis quand tu dis ça fait partie de notre actualité à nous. Moi quand j'avais ton âge il y a 20 ans, on parlait de crimes passionnels. On parlait pas de violence conjugale. C'est-à-dire que quand un mec il finissait par défoncer sa femme et qu'elle en mourait, c'est parce que souvent il y avait un trop plein d'amour. C'était un crime passionnel. C'est la passion qui amenait en fait au meurtre de sa femme. Alors que maintenant ça devient des violences conjugales. Et il y a un super site, il faudrait que je te le retrouve, que je suis sur Instagram, qui est génial parce qu'en fait, il reprend encore aujourd'hui les articles de presse sur les violences faites aux femmes ou parfois les violences policières ou la pédophilie, des choses comme ça. Ils reprennent les articles de presse, souvent de PQR, mais pas seulement, donc de presse quotidienne régionale ou nationale, et ils montrent comment la titraille, la façon avec laquelle tu écris le titre, les mots que tu emploies, influent sur ce que tu vas comprendre et les représentations que tu vas avoir quand tu vas lire l'article. Et c'est passionnant parce que du coup, tu te rends compte que parfois, avec la formulation, tu es en train d'atténuer ce que va faire un homme, ce que va faire un pédophile, ce que va faire... Et c'est imperceptible, peut-être que tu l'aurais pas remarqué, mais comme eux, ils le mettent en exergue. Et derrière, ils le barrent. Ils te mettent un autre slide en te mettant ce qu'il aurait fallu dire. Et tu te rends compte combien il y a... C'est là que Moi, j'aime pas ces grands mots, patriarcat, masculinisme, virilisme, mais ça reste la réalité. Ça reste la réalité. L'alpha et l'oméga, ça a été l'homme qui structurait la société, la femme qui s'occupait de la famille pendant ce temps-là. Et les choses changent et il y a des générations qui sont très positives vis-à-vis de ça, mais il n'empêche que le fond de sauce, c'est ça. Et dans les violences conjugales, tu le ressens particulièrement. Et ça, on en a déjà parlé sur cette émission parce que c'est une voix qu'on essaie de porter, mais c'est en lien avec tout. Quand ils viennent porter plainte au commissariat et que les plaintes ne sont pas prises parce que le commissaire qui prend la plainte lui-même a été en violence conjugale et que c'est tout un système qui se protège un peu. Moi, je trouve que
ce procès, qu'est-ce qu'ils disent dans le chat? Moi, je ne les lis pas. Je les vois pas. On est au 45e féminicide cette année en France. Putain, Mais on va battre un record. Arrête. Oh putain. Super. Alors, on va bravo. recevoir notre invité. Tu me dis s'il y a des interactions. Ouais. Et j'aimerais que vous me disiez, vous, parce que ça m'intéresse. Moi, j'étais un peu en galère. Là, j'entamais Les raisins de la colère de John Steinbeck. Au début, Osmeto, il est un peu calme-toi. poussif. Et donc, est-ce qu'il y a des ouvrages, des romans que vous avez adorés, que vous avez regretté terminer, des écritures qui vous ont parlé, des histoires qui vous ont embarqué? N'hésitez pas sur le chat parce que je trouve qu'on ne se partage pas assez À part Harry les Potter. bons souvenirs de lecture. Alors moi, Harry Potter, oublié, ça m'endort. C'est pas mon... Moi, j'ai lu Si un vous avez truc, plus... c'était le paradoxe du poisson rouge. C'était un tout petit truc, mais j'ai trouvé ça rigolo. Ouais. C'est sur la culture orientale et comment elle s'est construite et du coup comment elle influe sur la manière d'être des orientaux et donc et c'est en comparaison avec l'Occident bien sûr. Et du coup, comme c'est en comparaison, ça met encore plus les contrastes en avant. Et c'est hyper intéressant. Et en fait, j'ai adoré parce que je me suis dit, mais en fait, je suis pas né au bon endroit. Moi, je suis oriental, en fait. Et tu sais que je l'ai fait lire autour de moi et on m'a dit, mais attends, mais c'est toi, en fait. Et au début, je me suis juste dit ça pour moi en me disant, ouais, c'est comme quand tu lis un livre de développement où tu te sens Oui. machin. Et en fait, il y a des gens qui l'ont lu autour de moi parce que je l'ai apprécié, je l'ai fait tourner. Et ils m'ont dit, bah si, en fait, on m'a dit plusieurs fois, mais en fait, c'est toi qui es dans le livre, là. T'es oriental, en fait. Donc voilà, ça m'a fait... C'est pour ça que je t'entends. Je vais le lire, tu m'as donné envie de le lire. Dans le chat, vous n'hésitez pas. Pareil. Mais c'est un facile à lire, roman en ou fait, il s'appelle Le paradoxe du poisson rouge parce que c'est que des métaphores avec la carpe koi, qui est un poisson rouge, un gros poisson rouge là qu'il y a dans les restos chinois et qui a plein de caractéristiques et qui est un animal utilisé pour la philosophie orientale. Voilà. Ah, oriental, donc plutôt Asie. Bouddhiste, ouais. D'accord, ok. Parce que oriental, moi, c'est vrai que je pense plutôt Proche-Orient, monde arabe. Donc là, c'est plutôt l'Asie, Ouais. l'extrême est. Ouais. Ok. D'accord. Ah bah écoute, je serais ravie de découvrir ton côté oriental, Je Hugo. te filerai le bouquin, mais je sais pas si je l'ai Ah ou oui si je l'ai oublié chez mon ex. Hop. Et que je l'aurais jamais Qu'on étudié. salue, hein. Donc vous n'hésitez pas à partager vos conseils de lecture parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir envie de lire, d'avoir le temps de lire et de ne pas trouver l'ouvrage qui va vous accompagner pendant les vacances ou le soir, etc. Alors, je voudrais accueillir une jeune autrice, peut-être pas si jeune que ça, mais en tout cas, je dis jeune autrice parce que c'est le premier ouvrage qu'elle publie, mais c'est peut-être pas le premier qu'elle écrit, donc elle va nous raconter son parcours. C'est Zineb Mekouar, qu'on va connecter à l'instant. Elle est là. Salut! Salut! Hello! Bienvenue! Je suis très heureuse d'être avec vous. C'est chouette. Vraiment heureux de t'accueillir. Merci pour le moment de lecture que tu m'as fait passer. J'ai adoré ton bouquin, que tu as eu la gentillesse de m'envoyer. Merci d'avoir eu cette initiative. Que j'avais repéré parce qu'en fait j'ai le bouquin de Maher qui m'a envoyé aussi, qui fait partie, faut que tu m'expliques un peu de cette parce qu'on a reçu sur cette émission, il faut que tu saches, Adama Kamara. Oui, c'est de la même collection de chez Lattès. Donc Lattès, c'est l'éditeur chez qui j'édite La poule et son cumin, qui est le premier roman. Et en fait, ils ont une collection de premiers romans et de premiers ouvrages. Et du coup, qui s'appelle La Grenade. Et c'est des voix un peu, justement, qui sortent de l'ordinaire, qui sont un peu, qui veulent un peu tout exploser, les carcans, les trucs. Et du coup, ils ont appelé ça La Grenade parce que à la fois le fruit, quand on le mange, il y a un côté très explosif en bouche. Et à la fois, c'était la grenade, le symbole de l'Arabo-Andalousie, où il y avait tout un truc d'exubérance, voilà. Comment ? C'est le petit macaron qui est sur le livre, là, qui est couleur grenade. Exactement, voilà. Et Adama Kamara a écrit un livre, donc c'est plutôt un récit, parce que c'est sur son frère et les rixes, etc. Et c'était juste avant le mien, je crois, voilà. Alors, La poule et son cumin, je vais te laisser le pitcher, parce que chaque fois, c'est moi qui pitch, mais peut-être que l'auteur pitche mieux qu'un lecteur, je sais pas, tu me diras. Ouais, c'est différent, mais c'est toujours la sensibilité du lecteur qui est très belle. Mais si tu veux, je peux raconter en quelques mots l'histoire. Peut-être donner envie aux gens de lire, j'espère.
Bah, en fait, c'est sur la France et le Maroc. Et on suit deux jeunes filles que tout oppose. L'une est d'une famille aisée au Maroc et l'autre, c'est la fille de la nourrice. Et en fait, on suit leur amitié enfantine qui est profonde. Et au fur et à mesure du temps, on voit qu'elles se séparent ou pas. Et il y a beaucoup de flashbacks. Et l'intrigue se situe en 2011 entre Casablanca et Paris parce qu'à un moment, l'une d'elles vient en France. Et du coup, ça me permet de montrer un peu les relations France-Maroc et de poser finalement deux questions, parce qu'on suit la jeunesse marocaine, mais aussi n'importe quelle jeunesse, parce que c'est une jeunesse qui veut juste sortir de carcans dans lesquels on peut l'enfermer. Donc, il y a aussi la jeunesse française quelque part. Il y a pas mal de lecteurs qui m'ont dit, mais c'est pas que sur le Maroc. Enfin, bien sûr, l'intrigue, c'est au Maroc et c'est à Paris aussi. Mais on suit une jeunesse qui se dit non mais j'ai pas envie de subir le poids du passé. Donc une histoire un peu parfois difficile avec voilà, il y a eu le protectorat, la colonisation, la décolonisation et j'ai pas envie de subir peut-être le regard qu'on peut avoir sur moi qui est un regard de cliché. Donc cette jeunesse là, elle veut à la fois se libérer des lois marocaines qui sont un peu désuètes, des traditions marocaines, du poids des traditions et à la fois en France. Donc le personnage de Kenza qu'on suit qui arrive en France, et ben elle se prend un peu le mur des clichés quoi, le mur des clichés de la femme arabe, la femme musulmane, etc. Alors que elle est complètement par exemple émancipée, elle parle parfaitement français, on lui dit mais attends tu connais t'as pas d'accent, ce genre de truc. Et en fait, à travers Kenza d'un côté et Fatiha de l'autre, qui elle reste au Maroc, a du mal à s'émanciper, à vivre comme elle veut dans un pays où quand même parfois il y a un carcan il y a des lois, il y a des traditions. Et ben on suit et il y a plein de personnages masculins aussi. Et on suit cette jeunesse-là et on se dit mais voilà. D'ailleurs je dédie le bouquin à cette jeunesse qui se libère et qui vit passionnément. Et on suit la jeunesse et on se dit mais en fait ils subissent pas mal et comment on se libère quoi? Comment on se libère en tant que jeune aujourd'hui? Au Maroc, quand tu dis ton ouvrage à cette jeunesse qui se libère, est-ce que c'est pas cette jeunesse qui a de l'argent? Est-ce que celle qui est plutôt du côté de Fatiha, elle peut se libérer au Maroc? Ben, je pense que oui, parce qu'en fait, il y a vraiment les deux dans le livre. J'avais vraiment envie qu'on suive les deux. Alors, le Maroc, il y en a plein qui connaissent sûrement, mais ceux qui connaissent pas, c'est une société qui est hyper rigide. C'est des classes sociales très marquées, presque des castes quelque part. Ça commence à changer un peu, mais comme le système éducatif est vraiment pourri, enfin public malheureusement. Il y a des phrases complètement absurdes, par exemple quand une femme elle est enceinte et qu'elle va accoucher, on va entendre des phrases du genre mais où est-ce qu'on va l'inscrire l'enfant est-ce qu'on va l'inscrire dans le système français, dans le système belge, à l'école américaine? Alors le truc qu'on va jamais entendre en France, ouais, c'est aberrant, mais c'est pour montrer à quel point c'est super dur en fait d'aller dans le système public parce que il est vraiment pas bon. Et du coup, c'est un peu ça que je voulais montrer. Parce que l'éducation, à partir du moment où tu as une éducation assez forte et tout, tu peux essayer de monter un peu dans l'ascenseur social ou quoi. Enfin, et au Maroc, c'est super dur. Et du coup, c'est ce que je montre avec Kenza, qui fait un peu le lycée français au Maroc et qui ensuite va en France ou va à l'étranger. Et Fatiha qui reste, qui veut faire des études, certaines études, mais qui ne les fait pas exactement parce que je vous laisse découvrir dans le livre, et qui veut quand même s'émanciper. Moi, je pense que pour répondre à ta question, si on peut, la jeunesse peut s'émanciper parce que là, il y a tout le monde en a marre en fait. C'est un peu révoltant et c'est pas une question de quel que soit le milieu dans lequel on est, il y a un peu ce truc de on en a marre. Et du coup, je pense et moi je suis très optimiste là-dessus parce que enfin là les islamistes viennent de perdre complètement les dernières élections mais de manière très violente. Enfin, c'était moins 90% de sièges d'un coup, ça a été ils ont été éjectés, ils ont été éjectés par le peuple. Et ça, c'est top parce que, et de tous les bords. Et du coup, je pense qu'il y a vraiment un moment hyper charnière au Maroc là aujourd'hui où plein de gens veulent que ça change. Et de manière plus réformée avec plus de liberté individuelle, que ce soit pour les femmes et que ce soit aussi pour plein d'autres choses. Et je pense que... Pourquoi maintenant et pourquoi les islamistes? Moi, j'avais été choquée de les voir acquérir certaines villes du Maroc.
Dans l'histoire du Maroc, c'est quand même très particulier comme moment. Et là, qu'il se fasse éjecter, c'était tout aussi incompréhensible pour moi. Tu peux essayer de nous expliquer? Oui, bien sûr. Bah, en fait, c'est pas du tout dans la tradition marocaine. Voilà, la culture musulmane au Maroc, c'est plus une culture très soft, soufie, en fait, si vous voulez. Bon, on va pas rentrer dans ces En histoires-là, tout mais cas, le mouvement soufi, c'est le mouvement plus philosophique, plus raisonnable en fait de l'islam, ou en gros, voilà. c'est ça, plus Ouais, romantique aussi, voilà, essentialiste. beaucoup de poésie. Et du coup, c'est pas du tout les dogmes. Bon, par exemple, tout ce qui est voile intégral, tout ça, c'est pas du tout marocain comme tradition, quoi. Il y en a même qui disent que le voile, c'est une métaphore. Mais bon, bref. Et du coup, par rapport à ça, du coup, les islamistes au pouvoir, c'est complètement presque anti-marocain parce que ça a rien à voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a beaucoup de misère, malheureusement, beaucoup de gens qui vivent sous le seuil de la pauvreté, etc. Et il y avait pas mal de choses c'était économique. Il y avait voilà ce parti-là qui allait voir les gens dans les campagnes, dans les bidonvilles, etc. et qui essayait de un peu leur changer d'état d'esprit en disant mais on va t'aider vraiment de manière économiquement forte et puis de toute façon les autres ils ont rien fait. Donc voilà, il y a eu un peu ce truc-là du peuple, pas vraiment au fin fond des campagnes, des villes qui se disaient mais attendez, de toute façon les autres ils ont rien fait donc on n'a qu'à essayer cela. Sauf qu'après 10 ans au pouvoir, ils ont vu qu'il n'y a rien eu pour le peuple, enfin grosso modo. Et du coup, ils leur ont dit non mais vous nous avez menti, c'est n'importe quoi. Et donc ils les ont virés. Mais c'était pas du tout les islamistes. C'était un parti islamiste, mais c'était pas pour la religion quoi. C'était plus le côté économique, comme souvent, hein, le côté ok on va. C'est ce qu'on entend nous cette année avec Marine Le Pen. Il y en a Voilà. qui vont te dire on l'a jamais essayé, après tout ça Exactement. peut pas être pire. Et on la met au pouvoir et puis on verra bien. Donc c'est un peu juste, ou comme Ennahda en Tunisie, où après la révolution, on se dit, ce parti islamiste, il a été viré en Europe, il revient, il n'a pas de casserole, on l'a pas Ouais, testé, voilà. eux nous ont pas trahis parce qu'ils n'étaient pas là, mettons-les au pouvoir pour tenter. D'accord. Dans le chat, il y a 2 questions. Déjà, les personnages de ton roman et l'histoire, est-ce qu'elle est inspirée de quelqu'un en particulier? Comment tu t'es inspiré pour créer ça? Ouais, on me pose souvent la question. Alors, c'est vraiment une fiction, pour le coup, mais je me suis inspirée Enfin, je pense que quand on écrit, c'est un peu ça. On s'inspire un peu de notre vie, de ce qu'on a ressenti, de ce qu'on a vécu et tout. Et moi, je me suis inspirée beaucoup de mon enfance au Maroc. Justement, quand on vit à Casablanca, j'ai grandi à Casablanca, on est un peu choqué quand on est gamin par justement ces classes sociales hyper différentes. Parfois même dans la rue, t'as des gamins qui mendient. Enfin, c'est hyper violent. Et je voulais un peu rendre hommage à la petite fille que j'étais, qui était hyper traumatisée quand elle était petite par justement les gamins qui vont toquer dans la rue, qui vont vendre des chewing-gums, des trucs comme ça. Et du coup, je voulais un peu rendre hommage à tous les enfants du Maroc qui vivent là-dedans, quelle que soit la classe sociale ou quel que soit le truc, parce que t'es pas conscient quand t'es petit de tout ça. Et c'est ce que je montre dans le roman Kenza et Fatiha. C'est deux fillettes. Enfin, l'intrigue commence en 2011, mais tout de suite on revient à l'enfance. C'est 2 fillettes qui sont hyper différentes. Presque, l'une parle complètement français, l'autre parle arabe marocain, et elles n'ont pas conscience qu'elles peuvent pas être sœurs. Et du coup, c'est cette amitié-là, ce truc un peu d'enfance hyper pur, qui ensuite, quand tu grandis, tu commences à voir les différences. Mais ça, je voulais un peu rendre hommage à ça. Ouais, dis-moi. Il y a quand même des moments très violents dans leur silence. Elles peuvent pas être sœurs. Enfin, elles nouent une amitié très forte puisqu'en gros, Kenza, ses parents vont mourir dans un accident de voiture. Elle va donc être confiée, enfin éduquée, élevée par ses grands-parents qui font partie de la bourgeoisie marocaine. Donc, elle a tout confort. Et donc, Fatiha, c'est la fille de la domestique. Et comme elle est seule, Fatiha va dormir dans sa chambre. Et donc, voilà, le fait qu'elle soit. Mais sauf que quand Kenza dès l'enfance un peu plus mûre, invite des copines à la maison, Fatiha se retransforme en la fille du domestique. En fait, il y a des mécanismes comme ça qui, d'une seconde à l'autre, vont changer, qui sont tellement intégrés que Kenza ne se rend même pas compte de la violence que ça exerce sur Fatiha, qui aide tout de suite. Ouais. Et Fatiha, inconsciemment, elle a intégré ça. Enfin, c'est ça que je voulais montrer. C'est est-ce que l'amitié, enfin, parce que c'est un roman d'abord sur l'amitié, est-ce que l'amitié, elle peut
elle peut arriver à sortir de ce truc quand tu es dans une société rigide où chacun a sa place, quoi. Et Fatiha, même parfois, comme tu as dit, tu as très bien dit, elle a intégré presque la soumission. Et du coup, un coup, elles vont aller, on spoile rien, hein, mais un coup, elles vont aller s'amuser à la chasse aux papillons, aller dans le jardin, rêver de leur avenir toutes les deux. Et presque tout de suite après, en fait, Kenza va recevoir ses copines et du coup, Fatiha doit aller chercher les plateaux de gâteaux, les jus, les trucs de la cuisine. Et presque toutes les deux, elles veulent pas s'échanger de regard parce qu'elles sont toutes les deux mal à l'aise, mais c'est comme ça, quoi. Il y a un truc. Mais plus largement, moi, c'est la question que je me suis posée en lisant ton livre. Est-ce que la société marocaine, elle n'est pas tout entière comme ça? Qu'est-ce qui pourrait faire que ces deux pôles, qui ont toujours existé avec un énorme fossé entre les deux, c'est un peu la définition des pays en voie de développement, comment, en fait, l'un et l'autre peuvent péter ces carcans pour grandir ensemble? Est-ce que tu crois que ça, c'est possible dans le Maroc? Ouais, moi, je suis convaincue que c'est le cas, c'est possible. Il y a bien sûr toujours des gens qui vont pas vouloir, mais ça, c'est partout dans toutes les sociétés. Mais je pense que c'est vraiment avec l'éducation et après le fait que, en fait, on casse ce truc de quel job et pour qui. Enfin, et c'est plus ça, quoi. Pour moi, c'est économique parce que à partir du moment où tu as une Fatiha qui va devenir médecin, avocat ou même artiste et qui va être reconnue quelque part, et tu as des Kenza qui vont se retrouver à faire des trucs sympas, ou qui vont continuer à avoir des bons jobs. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a plus après ces mélanges-là, parce que c'est économique. À la base, la famille de Fatiha, c'est ce que je voulais montrer aussi, elle vient d'un petit village dans le sud du Maroc, et souvent, on envoyait à l'époque les enfants des petits villages aller dans la ville et travailler pour ensuite envoyer de l'argent à la famille, ou bien essayer d'avoir une éducation. Et en fait, ils se retrouvent à aller bosser dans les maisons. Et c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'après, les enfants de Fatiha qui vont faire des études vont plus accepter et vont pas du tout avoir besoin d'avoir ces jobs-là de chauffeur, de gardien, de femme de ménage. Malheureusement, dans ces pays en voie de développement, c'est souvent le cas. Il y en a beaucoup en Amérique latine, etc. Mais pour revenir juste au livre, donc il y a cette partie Maroc, mais il y a une grosse partie en France aussi. Parce qu'à un moment, Kenza arrive en France, elle est presque programmée pour aimer la France quelque part, parce que le poids des rapports France-Maroc là depuis l'indépendance fait que beaucoup de gens au Maroc en tout cas parlent français, plus ou moins bien, mais parlent français. Il y a beaucoup de mélange il y a beaucoup de Français qui vivent au Maroc. Et du coup, elle va au lycée français, elle connaît par cœur les chansons, même un peu finalement presque anciennes de Brel, Barbara, etc. Parce que en fait, sa grand-mère qui a vécu au temps du protectorat a appris le français en langue maternelle, elle chantait Charles Aznavour, etc. Du coup, Kenza arrive avec ce bagage culturel hyper fort, et elle arrive en France, à Paris, à 18 ans, et elle se rend compte que, en fait, elle est programmée pour aimer la France, mais on lui renvoie un peu l'image de l'étranger, l'étrangère. Et le fait que on trouve ça bizarre quand même qu'elle connaisse par cœur ses chansons françaises, qu'elle soit si à l'aise avec cette langue, cette culture. Et c'est ce que je voulais un peu poser comme question, parce que je donne aucune réponse dans le roman. Je suis pas là pour donner des réponses, je suis juste là pour montrer la réalité. C'est à ça que ça sert pour moi la littérature. Et on se dit, mais c'est fou parce que cette double culture qui est une richesse, et tous ceux qui ont une double culture ont cette richesse-là, cette double culture, elle est difficile parce que on veut la mettre dans des cases, et encore plus aujourd'hui avec malheureusement la montée de l'extrême droite et tout. Mais déjà dans le roman, c'était en 2011. Et je vous spoile pas du tout parce que je le dis, les 2 premières pages du livre on le sait, mais Kenza se fait un peu virer de France parce qu'il y a une circulaire qui s'appelle la circulaire Guéant en 2011 qui pendant 6 mois, 1 an a obligé les étudiants étrangers à partir de France. Et elle a été abrogée parce qu'elle a été c'était jugé presque inconstitutionnel, mais à l'époque c'était un peu fait parce que l'extrême droite montait en France et les votes pour l'extrême droite, et en fait les étudiants marocains, après il y a les Chinois et après il y a les Algériens, sont les plus en nombre, en nombre le plus important en France, et du coup pour un peu baisser le nombre de Maghrébins, on a mis ça, quelque part. Et Kenza, à un moment, dans une des lettres, parce qu'à un moment, elle écrit des lettres à sa grand-mère, elle dit « Je ne m'attendais pas à faire partie des autres.
Je m'attendais pas à faire partie. Je m'attendais pas à ce qu'on me colle cette étiquette de l'étranger. On lui pose plein de questions sur la burqa. Comment ça se fait qu'elle, par exemple, elle s'en fiche de la religion. Alors, c'est chacun son truc. Dans les personnages, il y en a plein qui trouvent ça important. Elle, non. Et on lui remet quand même pas le côté, mais pourquoi tu bois du vin? Pourquoi tu manges du... Et en fait, c'est ça que je voulais montrer. C'est comment une jeunesse... Là, on est dans un monde de plus en plus mélangé. Moi, j'ai des amis. La dernière fois, j'ai rencontré quelqu'un. Son papa, il était chilien, péruvien. Sa maman, elle était autrichienne, algérienne. Et ça fait un mélange incroyable, quoi. Et comment, dans un monde où on est de plus en plus mélangé, on peut se libérer un peu de clichés que d'autres peuvent avoir sur nous, quoi. Et je trouve que ça donne... voilà, ça montre un peu... même aujourd'hui, dans l'actualité française, ça parle, quoi. Mais c'est vrai que Hugo? pour avoir vu ça, ouais, en ayant fait mes études, on avait à l'école, il y a plein d'étudiants étrangers, dont des Marocains et dont plein. Et moi, pour être franc, je connais très mal la culture marocaine, je connais très mal l'organisation du pays. J'ai appris l'année dernière seulement que c'était un roi au Maroc. Il y avait un roi? Non, Hugo! Mais j'en sais rien, moi. C'est l'ancienne monarchie. Non, mais il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Mais je rigole, c'est normal. Parce que par exemple, tout à l'heure, tu dis que là, le peuple, ils ont voté, etc. Donc, tu vois, pour moi, le peuple, il vote, il n'y a pas de roi. Mais en fait, si. Ah oui. Et tu vois, le fait que le roi, il a quand même une place particulière, je l'ai compris vraiment l'année dernière. Je savais qu'il y avait un roi, mais je ne savais pas qu'il avait une place comme ça. Mais tu vois, là, prépondérante, ce genre de mais truc. tu sais, Kenza, moi, tu sais, Hugo, mon père est marocain, ma mère est française. Et en fait, je connais très, très peu l'histoire du Maroc. Et je comprenais pas plus jeune que aux infos, par exemple, alors qu'on a une forte communauté marocaine, une forte communauté algérienne, tunisienne, qu'elles ont aidé la France à se reconstruire après la guerre, et que dans l'actualité des journaux, on parle plus souvent, par exemple, des États-Unis ou je sais pas de la Chine, qu'on ne peut entendre parler du Maghreb, ce qui moi en tout cas en tant qu'adolescente, alors que j'avais plein de gens dans mon entourage qui faisaient partie de ces pays d'Afrique, je comprenais pas que dans l'actualité on nous en parle pas un peu plus, c'est-à-dire qu'en gros on nous mette un peu sur un plateau les premières clés pour que nous on puisse aller chercher. Et mon inculture vis-à-vis de l'histoire du protectorat ou même de l'arrivée des Arabes en Afrique du Nord ou l'actualité, qui est Premier ministre, qui sont les partis au pouvoir, j'en ai aucune idée. Alors je connais le SPD en Allemagne, je sais Orban, je sais machin, enfin, alors c'est normal, c'est normal, la France fait partie de l'Union Européenne, il est indispensable qu'il y ait une actualité et qu'une culture soit prônée en France pour qu'on connaisse l'histoire de l'Europe, parce que nous sommes européens. Mais c'est vrai que je trouvais ça bizarre que, étant donné que mon père ne partageait pas trop non plus, que je connaisse rien, parce que ça venait pas à nous. Et quand je suis arrivée à France Télévisions, on a l'avantage d'avoir un service de l'INA qui est à l'intérieur même de France Télé. Et donc, on nous les a présentés. Donc, moi, je m'entendais très bien avec eux parce que je trouvais que c'était une richesse. Et puis, il m'avait dit, tu passeras un jour, je te montrerai exactement ce qu'on a, ce qu'on n'a pas. Et donc, je suis arrivée un jour et puis il me dit, bon, qu'est-ce que tu veux chercher, par exemple? Je sais pas pourquoi. Je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder s'il y a des images du Maroc dans les années 50? Il m'a dit, ouais, pas de problème, mais 50, mais quand, quel mois, quel jour? Je suis ouais, d'accord, ok. Et donc, on a donné un jour au pif. Et on est tombé sur, mais je te jure, des archives de malades, des vieilles rues de Casa, de Fès, de l'armée, de la France sur le territoire, d'images en noir et blanc, mais de super belle qualité. Et tout ça, ça sert à rien. On n'en fait absolument rien. On parle aussi beaucoup de l'Algérie parce que c'est vraiment douloureux dans l'histoire de France. Donc, même si tu connais rien, tu connais quand même un peu. Tunisie, Maroc, tu connais rien du tout. C'est hyper intéressant ce que tu dis, mais tu as totalement raison. C'est ce que je dis un peu dans le livre, parce qu'à un moment, l'une des filles apprend la géographie de la Bretagne. Et en fait, il faut se dire que dans ces pays-là, ou anciennement colonisés, on connaît super bien la France. Et même parfois, pas que le Maroc, même beaucoup de pays en Afrique, mais même en Asie, il y a un côté, même on va regarder les chaînes françaises et tout. Et quand elle arrive, elle se dit, mais pourquoi on n'apprend pas ici la différence entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie comme on apprend là-bas les régions françaises? Parce que en fait, c'est vrai que, par exemple, même ça, pour le coup, pour répondre aussi à l'une de tes questions, je me suis inspirée un peu de moi, ce que j'ai ressenti, ce que d'autres amis ont ressenti, c'est que, tu vois, quand je suis arrivée, c'est marrant, on me disait, mais t'es maghrébine.
Salut Arvodia. Moi, je connais pas, je sais pas ce que ça veut dire maghrébine. Je suis jamais allée en Algérie, en Tunisie, c'est hyper différent. Je suis jamais allée dans un autre pays arabe. Bon là, je suis allée il y a pas longtemps, mais c'était la première fois de ma vie. Et du coup, on me disait quand même, ouais, t'es maghrébine. Ah oui, ou par exemple, un truc trop drôle, c'est genre, on me dit, ah, t'es marocaine. Bah c'est cool, j'ai un copain algérien. Tu vois, et t'es là genre, oh bah c'est chouette, tu vois, c'est comme un Américain qui va te dire, ah, tu vis à Paris, ah, je suis allée en Italie l'année dernière, tu vois. Non, c'est là de, bah cool, tu vois, enfin, et c'est comme, tu vois, si quelqu'un te dit, les Français, les Belges, c'est pareil, tu vas le traiter de débile, tu vois, franchement. En tout cas, pour en revenir au bouquin, je trouve que ça a été pour moi un vrai plaisir de lecture parce qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est l'écriture. C'est divinement bien écrit. Je pense que tu Non, mais ça, je crois qu'on te le dit. Je crois que c'est pour ça aussi que tu es en lice. Donc, tu es en lice pour le J'en prix croise les Goncourt doigts. du premier roman. Est-ce que Donc, juste vous avant, êtes on six, hein? peut juste finir sur Ouais. le Maroc? Moi, j'aimerais juste comprendre comment ça fonctionne le gouvernement du Maroc, du coup, le roi vis-à-vis de la démocratie. Je suis pas experte, mais je peux te dire, grosso modo, en gros, L'Angleterre, t'as le... Pardon? sauf que le roi est plus puissant. Mais c'est comme l'Angleterre, c'est-à-dire Ouais. que tu as un gouvernement avec un parlement et puis tu as le roi. Sauf que le roi, il a vraiment Ouais, tous les qui pouvoirs décide, régaliens. Donc, comme un président, c'est-à-dire faire la guerre, prendre les grandes décisions, les alliances et tout. Et puis, c'est lui qui donne l'orientation, quoi. Et Mais après, les autres appliquent, en gros. Mais Mais c'est tu vrai que le pouvoir du gouvernement là-dedans par rapport au roi, je sais pas. alors il fait des choses, mais c'est le roi qui décide. Et alors de manière paradoxale, Hugo, peut-être que parfois ici on trouve ça bizarre, mais quand on connaît bien le Maroc, en fait, par exemple, tu vois, il y a eu 10 ans les islamistes au pouvoir, après les printemps arabes en 2011, comme plein de pays arabes, il y a eu les islamistes au pouvoir. Et ben au Maroc, ils n'ont rien pu faire. Ils n'ont rien pu faire par rapport au fait de changer, d'avoir moins de droits pour les femmes, ils n'ont pas pu toucher aux libertés individuelles. Bon, il faut qu'elles évoluent. Hein, on a quand même, il n'y a pas droit à l'avortement au Maroc, ce genre de trucs, mais ils ne pouvaient pas revenir sur des acquis parce que c'est pas eux qui décidaient, parce que c'est le roi. Et en fait, le roi là-bas, la chance qu'on a, c'est que au Maroc, c'est que le roi est hyper libéral, il veut faire plein de trucs, il fait plein de trucs pour le social. Ça, c'est une chance parce que c'est vrai que tu vois, le fait qu'il y ait un roi, ça fait que bah, ça va dépendre de comment le roi est De sa et qu'est-ce qu'il volonté. veut. Mais du coup, la chance qu'il y a eu, c'est que en fait, les islamistes n'ont rien pu faire parce que le roi était là et que c'est lui qui décide quelque part, tu vois. Et du coup, quand tu dis, bah là, c'est en train de changer, les gens, ils ont, par exemple, ils les ont enlevés du pouvoir, pour que ça change vraiment, alors il faut qu'ils aillent plus vers le roi ou vers le parlement ou vers, En fait, vers qui? il y a un truc, c'est que c'est un des C'est une symboles question. hyper forts du Maroc. Tu vois, ce que je montre un peu dans le bouquin, c'est que les Marocains sont très différents. T'en as qui vont, même physiquement, c'est très méditerranéen, mais il peut y avoir, tu peux pas vraiment savoir. Des gens de Fès, moi, par exemple, ma famille paternelle, ils sont blonds aux yeux bleus. T'as l'impression que c'est des Irlandais. Enfin, c'est complètement, c'est vraiment un carrefour des civilisations. Au Maroc, en arabe, c'est Maghreb. Et Maghreb, ça veut dire Occident. Donc c'est un peu l'Occident de l'Orient, l'Orient de l'Occident, tu vois. Donc il y a plein de mélanges. Il y a des gens qui parlent français, marocain, arabe marocain, espagnol et berbère. Et du coup, un des symboles dans lequel tout le monde se retrouve, c'est le roi. Et il est très, très, très aimé. Tu vois, la monarchie au Maroc, c'est même pas un truc, on se pose pas la question. Par contre, effectivement, pour que ça change, bah, après, on peut réformer, tu vois. Mais typiquement, je te donne un exemple hyper vrai, c'est qu'il y a un code de la famille qui s'appelle la Moudouana, qui a été réformé en 2004. Et en 2004, bon, tu vas me dire à peine en 2004, la femme a eu le droit de divorce au Maroc. C'est hyper tard. Enfin, on a plein de sujets là-dessus. D'ailleurs, dans mon roman, il y a plein de trucs sur l'émancipation de la femme. Mais pourquoi on a pu mettre en place ce truc? Parce que le roi a porté la réforme. Et que y a des gens qui, justement, ont un islam un peu rigoriste. Et tout. D'ailleurs, il n'y a pas de ça en islam, mais ils vont être contre pour des traditions, des trucs. Et en fait, c'est un peu parfois grâce au roi que des réformes sont passées. Maintenant, évidemment, tu as la société civile qui pousse. Et heureusement, par exemple, là, tu as des collectifs. Et puis, il y a le fait que le roi va pousser une loi. La loi, elle existe. Malheureusement, il existe encore beaucoup de villes, de villages qui dépendent d'un tribunal local avec une forme de chefferie et d'autorité morale
qui fait que les mecs, s'ils n'ont pas Ah envie ouais. d'appliquer pour rester sur une sorte de tradition locale très masculiniste où la femme, elle est aux ordres de son mari, et ben ces lois-là ne sont pas appliquées. Et je Ils me vont à souviens l'encontre du que roi. ouais, enfin, ils vont juger comme ils jugeaient avant, Voilà. en fait. Et qui va pouvoir aller porter cette affaire devant une autre juridiction? Parce que malheureusement, c'est pas, faut pas s'imaginer que c'est la France, quoi. Ah Tu as non. vraiment les territoires un peu plus, tu vois, le Maroc, il y a plein de Maroc dans le Maroc. Tu as un Maroc un peu plus désertique, plus de la montagne, plus du village, plus de la ville. Ok. Tu as vraiment de tout. Et donc, il y a des endroits qui sont reculés, qui pourraient être au Yémen, ce serait pareil, et où en fait, c'est l'usage, la coutume en fait, qui va Ouais. prévaloir sur la loi. Ça, c'est terrible parce que du coup, ça enfreint l'État ou la définition même d'un État parce que tu vas avoir des lois différentes en fonction des endroits où tu vas être. Et parfois, c'est même culturel, tu vois. C'est un truc qui m'a donné envie d'écrire le livre, c'est que justement, moi, il y a plusieurs années maintenant, et j'avais fait un petit mémoire où je m'étais dit, allez, je vais comparer le droit de la femme au Maroc et en France. Tant te dire que quand j'ai lu le code pénal marocain, j'ai pleuré pendant 48 heures parce qu'il y a des trucs dégueulasses par rapport à la femme. Mais donc j'ai découvert que ce droit de divorce a été donné en 2004. Je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est hyper tard. Et je vais comme une fleur au Maroc pendant les vacances et je me dis, allez, je vais aller poser des questions aux femmes. Mais tu vois, je sors de la ville, un peu de la grande ville, Casablanca, etc. Et je vais dans les campagnes, les villages dont tu parles. Et je vais leur dire, alors, c'est chouette, vous avez le droit de divorcer, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois. Et là, je tombe des nues, mais vraiment choquée, tu vois. Elles me disent, non, mais on adore le roi, mais quand même, qu'est-ce qu'il vient de nous faire? Je dis, mais comment ça, il vous a donné une nouvelle, un nouveau droit? Ah non, mais à cause de ça, je vais plus trouver de mari. Et j'étais, mais hallucinée. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que il y a, comme tu dis, le côté culturel qui est encore fort, et il faut, c'est assez bizarre de dire ça, mais c'est vrai, il faut éduquer au droit. Tu vois, les femmes, il faut leur dire, quand elles n'ont pas reçu alors, il faut savoir qu'il y a un taux d'analphabétisme hyper fort au Maroc. Mais tu vois, tu vas voir ces femmes-là, il faut leur expliquer, leur dire, on n'est pas en train de te dire que tu as le droit de divorcer, mais c'est pas quelque chose qu'on fait contre toi, c'est pour que tu aies plus d'émancipation. Et ça a l'air aberrant de dire ça en France. Mais tu vois, et moi-même, j'étais choquée. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment, en fait, un apprentissage au droit, tu vois, quelque part, qui est c'est fascinant, hein, de toute façon. Il y a plein de choses à dire sur le Maroc. On pourrait en parler des Hugo, heures. je suis ravie que ça t'intéresse autant. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat avant qu'on passe peut-être au travail d'écriture? Alors, il y a un Algérien qui veut réagir, qui dit chez nous en Algérie, le premier article de la Constitution, l'islam est la religion de l'État. Voilà. Bah, c'est bien, bravo, c'est chouette. C'est un beau pays, l'Algérie. Moi, j'aimerais bien y aller, j'y suis jamais allée. Il paraît que c'est très très beau et que là. C'est très beau. Osneto fait une petite remarque en me disant tu connais l'Angleterre, Hugo, puisque j'ai dit voilà un pays avec un roi et tout, mais sauf que j'ai précisé exprès un roi qui a du pouvoir parce que la reine d'Angleterre elle a beau être dans le cœur de tous les Anglais, elle peut pas faire grand chose, alors que visiblement c'est ce que j'avais bien compris, c'est que le roi du Maroc il a beaucoup plus d'influence et de pouvoir au Maroc. Il y en a qui voudraient qu'à terme le Maroc avance vers une monarchie constitutionnelle, tu vois, où tu as cette famille royale qui finalement symbolise complètement le Maroc. Et puis je te dis, les Marocains sont hyper attachés, mais à côté de ça, qui est plus effectivement un gouvernement qui ensuite gère une cohabitation de deux pouvoirs un peu. La vérité, c'est que c'est le roi qui décide. Hein. Après, tu as le gouvernement. Le roi qui décide. Et puis alors moi, je vais dire quelque chose que Zina peut peut-être pas dire parce qu'elle est quand même. Moi, je sais pas, mais le roi, il est adoré. Tu verras dans toutes les maisons, c'est vrai, un portrait du roi et tout. Mais la relation, elle est quand même aussi, comme tous ceux qu'on adore, elle est au fond assez conflictuelle aussi parce qu'il y a des grandes attentes. Autant Hassan II, il était adoré, mais la population avait peur de lui parce que c'était quelqu'un qui avait une main de fer dans un gant de velours. C'est assez délicieux de regarder sur YouTube les moments d'interview d'Hassan II. Il a une maîtrise de la langue, une poésie dans la façon d'illustrer ses propos qui est juste folle, une culture générale
que n'importe qui ici envierait. Sauf qu'en attendant, voilà, comme tu dis, c'est les années plomb. Là-bas, il n'y avait pas d'islamistes à l'époque d'Assad II. Hein. Tu foutais tout le monde en prison. Le moindre coup d'État, tu flinguais l'auteur et puis tu foutais toute sa famille à Tazmamart dans un désert, dans une prison, enfin fond du désert, fille, enfant, couche-culotte, peu importe. Donc ça t'apprenait à tenir ton pays. Liberté de la presse, liberté de l'opposition et tout machin, t'oublies. Donc c'est une forme de dictature. Et l'idée, c'était de ne pas vivre ce que vivait à l'époque quand même l'Algérie des années 90 avec attentat sur attentat. Donc quand le fils arrive au pouvoir, arrête-moi si je me trompe, je crois que c'est en 2001, enfin début des années 2000, il y a un grand espoir justement de voir le pays se libérer. Il y a la Moudouana ou Moudawana, le code de la famille, voilà. Voilà, donc là on réforme le code civil parce que je vous rappelle quand même que le Maroc, c'est l'inspiration du protectorat français, donc c'est le code civil qui est base de loi, en tout cas judiciaire. Et donc là, on le réforme, une partie, hein, pas tout, parce qu'on n'est pas en France. Et donc là, on le libéralise, alors à la fois le divorce, à la fois l'héritage, plein de choses comme ça qui vont quand même rééquilibrer un peu la balance. Je crois aussi qu'il interdit la polygamie, je crois. Hein, oui, elle est quasi interdite. Elle est quasi interdite. Et du coup, c'est ça, c'est que il va hyper loin dans l'interprétation des textes religieux, parce que même si ça a été inspiré du Code civil français, il y a quand même le fait que l'islam, c'est via la religion du royaume, le code. Et que le roi est un descendant du prophète dans les commandeurs des croyants. C'est ça le titre du roi. Voilà, ce que j'explique un peu dans le roman, il y a une particularité, je crois, au Maroc, en tout cas, je connais pas les autres pays, mais on a cette aristocratie de sang qui sont les shérifs. Et c'est les 14 familles chérifiennes qui descendraient du prophète, en tout cas de la fille du prophète qui a eu 2 fils. Et la famille du roi est l'une des familles. Du coup, c'est pour ça qu'on dit commandeur des croyants. Il tire cette légitimité-là aussi. Et c'est ça qui est assez intéressant, parce que ça montre aussi que le Maroc est une société assez rigide. Et dans le roman, Kenza fait partie de l'une des 14 familles chérifiennes. Donc, quand vous voyez, par exemple, si quelqu'un est marocain et que vous voyez qu'il y a shérif quelque chose, c'est normalement une des grandes familles. Maintenant, il y en a beaucoup par modestie, parce que dans ces grandes familles-là, on dit que la noblesse vient des actes et pas du nom. Par modestie, beaucoup ne mettent pas shérif. Mais comme au Maroc, tout le monde connaît le nom de tout le monde, enfin, on sait qui sont ces familles-là, etc. En fait, on sait tout de suite si tu viens d'une famille chérifienne ou pas, comme on sait tout de suite si tu viens d'une famille de Fès, qui est un peu la haute bourgeoisie marocaine. Voilà. C'est très codifié. Et aujourd'hui, la grande critique qui est faite au roi, quand même, parce qu'on va pas le faire passer pour le mec super génial, c'est qu'il s'en est mis plein les poches. Plein les poches. Le gars, il est à la tête de tous les consortiums du Maroc, il touche à l'électricité, aux matières premières, aux grands deals. C'est hyper compliqué. Le libéralisme, peut-être au niveau, à un certain degré, comme tu l'expliques très bien, des mœurs, tu vois, ou de l'égalité homme-femme, toujours à un certain degré. Mais après, pour ce qui est de l'économie, tu vois qu'un mec comme ça, avec ce qu'il inspirait comme espoir, n'ait pas pu faire de l'éducation nationale une priorité et un vrai enjeu de démocratie, de lutte des classes, ça pour moi c'est une très grosse déception, tu vois. Que l'hôpital public au Maroc soit aussi catastrophique. Si t'as pas une enveloppe avec un pack chiche, tu passes derrière 15 000 personnes et quand bien même t'es sur le point de faire une fausse couche. Non, mais c'est clair, je suis totalement d'accord. Et puis, il n'y a pas que le roi, tu vois. Enfin, là, il y a un énorme problème avec le Premier ministre actuel. Enfin, il y a quelques milliardaires, tu vois, qui tiennent tout. Et c'est un vrai sujet. Et après, comme je te dis, il y a des gamins qui m'ont dit... c'est ça qui est horrible et que je montre et que j'ai, parce que c'est un roman engagé quand même si je donne aucune réponse, mais tu vois, je montre quand même la cruauté du truc, quoi. Et aussi le côté, t'en as qui ont rien et ça va rester comme ça, et il y en a qui ont tout et même trop, tu vois. Enfin, moi, ce qui me choque à chaque fois que je rentre au Maroc, je suis en France depuis 15 ans là, et je suis installée et ça me va très bien. Mais à chaque fois que je rentre, parce que mes parents sont à Casa, je suis hyper choquée par le nombre de voitures de luxe, de plus en plus, tu vois. Et à côté de ça, des bidonvilles, les trucs. Et je me dis, mais jusqu'à quand, tu vois, c'est pas possible. Alors, une phrase. Messieurs, dames, il y a 2 auteurs incontournables au Maroc. C'est Driss Shraibi, en littérature marocaine francophone, et Tahar Ben Jelloun. Voilà.
Ces Incroyable. deux auteurs, voilà, c'est fait partie, c'est nos Zola, les Zola américains, marocains. Alors, cette phrase, quand même, que je lis dans l'article du Monde, je pense que ça vaut un concours quand même, de Tahar Benjeloun à propos de son ouvrage. Ce roman est ce qu'on peut lire de mieux sur la lutte des classes au Maroc Ah, ça me donne d'aujourd'hui. des frissons. Ah ouais, Tu sais, c'est comme si tu me disais que Père Noël existe, tu vois. C'est vrai? Ah ouais. ah ouais, Non, mais attends. parce que pour moi, c'est genre. Après, Quand parce ils ont que. dû lire ça, Ouais. Moi, je suis tu vois, grande fan de littérature et Tahar Benjeloun, c'est comme si tu disais Zidane. Camus. Non, ouais, Zidane si tu veux en foot ou tu vois. Ouais, exactement. Ou Michael Jordan en basket, enfin comme ce que tu veux. Et le fait que lui, tu vois, il ait dit ça, j'ai pleuré. Non mais laisse tomber, j'étais avec mes sœurs quand j'ai lu l'article, j'ai pleuré. Elles m'ont dit mais pas pleurer. Ouais, je te jure. Parce que je me dis non mais d'accord en fait, il me dit que c'est bien. Tu sais, ça m'a beaucoup marqué, surtout que tu vois, c'est des thèmes casse-gueule. La lutte des classes au Maroc, là je parle un peu du regard de l'étranger en France. Pardon? sexualité aussi pour les femmes La au Maroc, en fonction de sa sexualité, c'est naissance, vraiment en fonction. c'est des sujets tabous. J'avais un peu peur, je vous avoue, de l'accueil au Maroc. Parce que je me suis dit, bon, ça va, il y a d'autres auteurs qui ont fait pire, enfin plus en tout cas dans le côté cru, mais il y a des scènes crues, il y a le rapport au corps de la femme, parce que je trouvais ça hyper important. Il y a le rapport oui, voilà, aux classes sociales. Et du coup, je me suis dit, bon, et en fait, le fait qu'ils disent ça, que Tahar Benjeloun dise ça, je me suis dit, c'est génial. Et après, en fait, au Maroc, il y a eu un super accueil. Alors, je touche du bois, je suis trop contente. Parce qu'à la fois en France, il y a eu un très bon accueil parce que c'est aussi des sujets, tu vois, où je parle de la figure de l'étranger. Comment on a une crispation autour de la figure de l'étranger aujourd'hui en France, une crispation autour de l'islam, des Arabes, mais pas que l'étranger en général. Et du coup, je parle de ça. Et je parle aussi au Maroc de sujets hyper tabous. Et en France, ça a été bien accueilli parce que justement, il y a ça. Et au Maroc, en fait, j'ai l'impression que beaucoup de gens se sont dit, enfin, on parle de ça, quoi. Il y a un peu ce truc de, enfin, il y a les retours de lecture, c'est ça, c'est merci de dire ça, merci de parler de ça. Alors, parfois, c'est merci de parler de ça par rapport au Maroc, il faut que ça s'arrête. Et parfois, c'est merci d'expliquer un peu cette double culture qui est difficile à comprendre pour des pays européens. Et du coup c'est chouette. Et c'est vrai que Tahar Benjeloun, quand il a dit ça, ouais, c'était une consécration pour moi déjà. Vraiment, je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de continuer à écrire alors. Écoute, moi-même, quand j'ai lu l'article, je suis tombée là-dessus, je fais non, belle gosse, très bien. Ouais. Alors attends, mais cette histoire, comment tu l'as choisie? Donc, tu es en lice pour le concours du premier roman. Question simple, est-ce que d'abord c'est vraiment ton premier roman? C'est la Mardi première fois que tu écris une prochain, histoire. le truc du concours. Vous allez penser à moi, j'espère. C'est C'est quand? mardi Mardi. prochain, 14h30, un truc comme ça. En tout cas, ils se réunissent vers, je sais pas, c'est dans la journée, mais la dernière fois, la sélection, c'était vers 14h30. Et c'est quoi le prix Goncourt? Déjà, c'est quoi? C'est les littéraires français qui se réunissent? Ouais, tu vois un peu les Oscars, les Césars, tu vois, Ouais. pour les films, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu le prix le plus prestigieux en France. C'est très reconnu à l'international. Après, tu as le prix Goncourt normal, c'est en octobre et c'est sur les romans de septembre. On appelle ça la rentrée littéraire. Et souvent, c'est pas du tout des premiers romans. Et depuis quelques années, ils appellent ça le Goncourt de printemps. Du coup, là, en mai, ils donnent un autre prix qui est le prix du premier roman. Et c'est que des premiers romans qui peuvent être sélectionnés. Et en même temps, tu as le prix de la nouvelle et le prix de la biographie, je crois. Donc, ces trois prix. T'as lu les autres? Écoute, je vais lire et j'attendais de lire, mais j'ai un peu peur. Et je pense qu'ils sont excellents. Hein. J'ai eu des super retours, mais je t'avoue, je me dis que je vais lire après le 10. Je vais tous les lire parce que j'ai envie de lire, mais je suis un peu stressée. Mais juste pour se donner une idée, combien de manuscrits ils reçoivent au Goncourt pour le premier roman? Parce que donc tu fais partie des 6 finalistes. Il y a combien de romans qui ont été lus? Tous les premiers romans du mois de la rentrée, du début d'année, je sais pas, mais il y en a beaucoup. Mais ils lisent tout. Mais c'est des tarés. Ils sont trop forts. Attends, c'est des monuments. Hein, Moi, j'y crois pas.
Bon, écoute, moi je me dis, tu sais, après, ils me disent tout. Ils choisissent par rapport à la couverture. Ah, c'est ça. C'est sûr. Moi, ils ont trouvé la poule et son cumin drôle. Du coup, ils sont dû aller, vas-y. Mais en fait, la poule et son cumin, juste pour vous dire, c'est une expression marocaine un peu du style le beurre et l'argent du beurre. Mais en fait, ça veut pas vraiment dire ça et on comprend dans le livre. Et il y a du coup, quand tu l'as traduit en marocain, pour ceux qui parlent arabe marocain, tu peux comprendre assez vite. Quand tu parles pas arabe marocain, et c'est ça qui est le plus marrant, je trouve, qui est intéressant, c'est que tu te dis, ah, mais je vais découvrir. Et j'ai plein de retours des lectures où on m'a dit, ah, c'est génial, j'ai enfin trouvé ce que ça voulait dire, j'ai compris. Et du coup, les gens aiment bien. Donc, Du coup, on va pas Alors moi, savoir, je me suis pas. J'ai pas compris, moi, le titre. J'ai fait la poule et son cumin, c'est complètement bon. Comme tu me l'avais envoyé et que la quatrième de couverture m'a plu, le teaser m'a plu, bon, j'ai éludé la question. Je me suis même plus posé la question de savoir pourquoi ce titre. Et donc, je l'ai appris en le lisant et donc, je l'ignorais complètement. Mais c'est vrai que j'aurais dit ça, le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Ouais, voilà, il y a un peu un truc, je vous laisse découvrir. Est-ce que c'est ton premier roman ou est-ce que tu avais écrit d'autres choses qui sont restées dans des tiroirs? Comment on en arrive à ce moment-là de ta vie d'auteur? Déjà, pour tous ceux qui veulent écrire, là, qui nous écoutent et tout, moi, je vous dis vraiment, faites-le, continuez. C'est la persévérance. Depuis que je suis petite, moi, j'ai envie d'écrire. Je gribouillais des petites histoires quand j'allais voir mes grands-parents à Rabat. Ma grand-mère trouvait ça formidable. Alors, du coup, j'ai continué. Peut-être j'ai trouvé le courage de continuer à écrire. J'ai commencé un peu par des petits textes par-ci, par-là. Et en fait, j'ai persévéré parce que je pense qu'après, il y a un peu ce côté-là dans n'importe quel art. C'est un peu une obsession, tu sais, c'est plus fort que toi parce que tu vas pas faire ça pour devenir millionnaire. C'est pas comme ça que tu gagnes de l'argent. Tu vas pas faire ça pour devenir connu parce que c'est hyper dur, il y a plein de gens. Donc, tu fais vraiment ça parce que tu as un peu un besoin d'écrire. Et moi, je fais ça vraiment tout le temps parce que, tiens, il y a un petit bonhomme qui et du coup c'est Sabou pas qui dit hello, je veux pas juste une tête et je vous fais des bisous, bonnes vacances et bonjour à Zineb. Voilà. Trop chou, bonjour. Mais du coup c'est pas mon premier manuscrit parce que je pense qu'on apprend à écrire aussi en écrivant, enfin tu vois, c'est un peu con à dire mais c'est vrai. Le fait tu passes du moment où tu aimes bien écrire, t'écris tes ressentis, tes pensées, au moment où t'écris une histoire construite, tu vois, ça n'a rien à voir en fait. Et du coup, pour écrire une intrigue, pour faire des personnages qui soient intéressants et tout, c'est un apprentissage. Et là, c'est Seul ou tu t'es formé, ou tu as trouvé des mentors, ou tu as regardé comment les autres faisaient? Mon troisième manuscrit. Le premier, je l'avais envoyé, personne ne m'avait répondu, tu vois. Comme ça, on est tranquille. Les maisons d'édition sont pas foulées. Le deuxième, j'ai eu 2 réponses qui m'ont dit « Ah, il y a un truc dans l'écriture, j'aime vraiment bien, mais tu vois, là, tu es tombé dans l'écueil du premier roman, c'est-à-dire que, tu vois, j'ai fait le gentil, il était hyper gentil, c'était le héros parfait, le méchant, c'était le méchant. » Et du coup, tu tombes un peu dans la caricature, alors que tu sais qu'il faut pas le faire, tu vois. Tu dis non, il faut que le personnage il soit un peu plus complexe. Non, tu tombes, tu vois. Le gentil, il est gentil, il est beau, il est intelligent, et le méchant, il est méchant. Et du coup, il m'a dit écoute, il faudrait être un peu plus subtil, tu vois. Et du coup, je me dis bon. Et là, j'ai fait un atelier d'écriture il y a 4-5 ans. Où en fait, on t'apprend pas à écrire vraiment. Enfin, les ateliers d'écriture, faut pas y aller en se disant on va m'apprendre à écrire, on va me donner la recette. C'est pas ça. C'est juste qu'on va te dire, tu vois, là, vas-y, écris sur un thème. Déjà, tu vas avoir une discipline parce que on va t'apprendre que c'est de la discipline l'écriture. Et après, on va te dire, tu vois, typiquement, les personnages, faut qu'ils soient complexes. L'intrigue, il faut que le lecteur ait envie de lire. Des petits trucs comme ça qui sont presque du bon sens, mais tu vas te dire, et on va te dire surtout, c'est de la discipline. C'est-à-dire que moi, le meilleur conseil qu'on m'ait donné, que je vous redonne pour ceux qui ont envie peut-être de se lancer là-dedans, c'est que tu as une envie d'écrire qui est là dans ta tête. Tu te dis, un jour, j'écrirai un livre. Je pense que ça parle à Myriam. Ouais, un jour, j'écrirai. Et en fait, tu vois, le tout, Myriam, qu'il faut faire, c'est tu te poses et tu te dis, OK. Après, c'est difficile d'avoir du temps à consacrer à ça, mais
tu te dis, si c'est vraiment mon rêve, bah, je vais donner 2 heures par semaine, 2 heures tous les 3 jours, je sais pas, 1 heure même une demi-heure, tu t'en fiches, mais tu t'obliges, tu vois. Et c'est pas une question de te dire, je vais écrire, je sais pas moi, 200 mots par jour. Moi, j'y crois pas en tout cas, et j'avais regardé pas mal d'entretiens d'écrivains et tout. Moi, ceux qui m'ont le plus marqué, ce qui m'aide beaucoup, c'est, je me dis, je vais donner du temps, en fait. Par exemple, je sais pas, un quart d'heure, une demi-heure tous les 2 jours, par exemple. Et, tu te poses et tu te dis, je vais donner du temps pour réfléchir à ce que je veux faire. Et parfois, tu n'as pas d'idée, mais tu vas te dire, bah tiens, il y a tel ou tel thème qui m'intéresserait. Et du coup, tu vas aller faire des recherches, tu vois. Et en fait, pour moi, l'écriture, tu vois, là, je suis en train de réfléchir à un deuxième roman. Comment ça se passe? C'est que je vais pas commencer par écrire. Je me dis, OK, il y a tel thème ou tel thème. Ben, j'aimerais bien connaître mieux, tu vois, ce thème. Et du coup, parce que je sais que je vais passer 2 ans, en fait, avec ce thème, tu vois. Et que du coup, tu as intérêt à choisir un thème qui t'intéresse et qui, surtout, tu as envie de connaître plus, de faire des recherches et tout. Et après, je vais faire des recherches. Je vais me dire, ah tiens, ça pourrait être sympa est-ce que ça va être dans ce pays? Est-ce que ça va être dans ce pays? Et quel personnage? Comment ça va se passer l'intrigue? Et du coup, le fait d'arriver à écrire le livre, ce ne sera pas tout de suite, ce sera peut-être dans 6 mois. Mais je vais faire des recherches, je vais un peu poser les personnages, je vais me dire, bah tiens, je veux bien celui-là, quel âge il va avoir, c'est quoi son problème dans la vie, c'est quoi son enfance, parce qu'on a tous une enfance qui nous marque, et moi je pense que ça part tout le temps de là, en fait. Du coup, moi, souvent, les personnages, je me dis, OK, c'est quoi son environnement, comment elle a grandi, comment il a grandi, et après, bah, une intrigue quand même, tu vois. Et du coup, tu réfléchis. Après, tu te dis, OK, je connais pas ça, parce que tu vois, j'ai pas la science infuse. Le roman La poule et son cumin, j'ai fait pas mal de recherches, notamment sur bah là, les relations entre la France et le Maroc, tout le truc un peu background social et politique. J'ai fait des recherches et tout. Après, on n'est pas en train d'écrire une thèse, tu vois. Tu dois toujours revenir à l'émotion, parce que c'est ça qui touche le lecteur. Donc, tu as ce petit background que tu te mets en tête en te disant, OK, ça y est, j'ai compris, je vais pas faire de grosses fautes historiques ou de grosses fautes complètement à côté de la plaque. Mais à côté de ça, bah, je reviens à mon histoire. Tu vois, moi, c'était une amitié. Donc, c'est quoi les amitiés? Donc en fait, tu fais le tour comme ça, c'est-à-dire que le thème que tu aimes, tu commences à le travailler. En le travaillant, tu arrives à sortir des personnages et ensuite ton intrigue, ton histoire, qu'est-ce que tu vas raconter, d'où tu vas partir pour arriver où? C'est presque à la fin de ta phase de recherche, ça se passe comment? Ouais, mais tu vois, après, tu vois, dit comme ça a l'air d'être très linéaire. Ouais. Mais en fait, pas du tout, tu vois. Enfin, il y a 2 jours, j'arrivais pas à dormir. Et après 1 heure du match, je commençais à tourner un peu dans le lit. Et là, je me dis, oh, je crois que j'ai La fin. L'idée. j'ai ma première phrase, tu vois. Du coup, là, je laisse mon mec qui dort. Je vais dans le salon, j'allume la lumière et je me dis, oh, mais attends. Et là, j'écris un peu une première page, tu vois. Alors que j'ai pas du tout l'intrigue et j'ai pas du tout le truc. Mais juste, je me dis, tiens, ça peut être chouette. Du coup, je la note. Alors, ce qui est hyper galère, c'est d'arriver à retrouver toutes les notes de partout. Du coup, par exemple, là, j'ai 5 carnets, j'ai écrit des trucs de partout. Je me dis, mais ça va pas le faire du tout. Il faut prendre un livre, tu vois. Et pas un livre, un carnet, tu mets tout dedans. Mais Numérique. faut accepter que ce soit vraiment un peu complètement décousu au début. Parce que ça fait partie du processus et c'est cool. Enfin, c'est chouette. Alors, il y a un truc que je peux vous donner comme tips. Franchement, moi, je me considère pas du tout comme quelqu'un qui peut vous donner des Comme des Ah si, quelqu'un c'est qui peut avoir super. un prix Attends, Goncourt, par donne-nous des exemple. conseils Non, d'écriture. mais c'est pas ça. C'est que juste, tu vois, chacun est chacun a sa façon de faire. C'est vraiment pas, je suis pas du tout en train de vous dire, voilà, c'est comme ça du tout. Mais juste moi, comment ça s'est passé, comment ça a marché pour moi. Bah, c'est ce que je vous disais, c'est avoir une discipline, tu vois. Moi, c'est vraiment, j'ai pris. C'est dur d'avoir un boulot et d'écrire à côté, mais tu vas te dire, vas-y, le samedi matin ou le dimanche matin ou le truc, je vais le faire. Et tu prends le temps. Tu prends le temps de construire ton personnage. Tu écris à côté. Si tu as l'inspiration, t'écris. Et oui, ce qu'il faut se dire aussi, c'est ça que je voulais vous dire,
c'est que tu vas avoir un premier jet, tu vois. Imagine, tu as fait un peu de recherche, tu as commencé à construire tes personnages, tu as des petites idées, des pulsions que tu écris comme ça. Et après, tu as un premier jet, tu vois. Et moi, par exemple, le bouquin, mon premier jet, il faisait 2 fois la taille du livre. Et il n'était pas assez vif, tu vois, parce que moi, j'aime bien souvent les romans quand tu as des personnages principaux, mais à côté de ça, bah, tu as des personnages secondaires, mais tu suis un peu leur vie, tu vois, tu vas rentrer avec eux dans leur intimité, et puis tu ressors et tu vas dans ton histoire. Et en fait, j'ai eu la chance, et ça c'est hyper important quand on veut écrire, de me faire relire par quelqu'un, par des écrivains et un éditeur qui m'avait dit écoute, je suis pas sûre de t'éditer, mais il est chouette ton bouquin et je peux t'aider à donner juste un avis. Et ça, c'est hyper important. Et du coup, tu vois, ils m'ont dit, j'ai eu 2-3 retours de lecture où ils m'ont dit écoute, il est chouette, c'est intéressant, mais on a envie de le refermer en fait à un moment. Pas le refermer, mais tu vois, on n'est pas pris dedans, peut-être que c'est trop détaillé, coupe et garde le cœur du truc, tu vois. Parce que les personnages secondaires, j'allais un peu dans leur life. Et du coup, garde le cœur du truc, focus sur Kenza, Fatiha et ce qui leur arrive et leur amitié. Et du coup, alors j'en ai un peu pleuré parce que ça doit être dur. mon livre, non mais laisse tomber, j'étais là, mais je peux pas, mais comment. Et là, t'as des amis qui m'ont dit écoute, t'as qu'à te dire que c'est un autre bouquin, c'est pas grave, tu l'auras celui-là quelque part, mais si t'as envie de te faire publier, en fait, soit tu vas le garder dans le tiroir comme les autres, soit t'écoutes un peu ce que les gens disent. Il faut pas avoir d'ego, ça c'est hyper important. Et c'est très dur parce que tu te dis que t'as la science infuse, mais c'est faux, tu vois. Faut pas avoir d'ego. Tu te dis. Et moi, c'est ça qui m'a permis d'écrire ce bouquin et d'être publié, c'est que, tu vois, c'est le 3e manuscrit. Le premier, on m'a dit, on m'a rien dit. Donc, je me suis dit qu'il n'était pas bon. Le 2e, on m'a dit, écoute, franchement, là, bosse plus tes trucs. Et si j'avais dit, non, mais de toute façon, vous comprenez rien à l'art, moi, je sais comment je suis et je sais ce que je veux, bah, tu vois, ça n'aurait rimé à rien parce que c'est un apprentissage. Et souvent, en France, je trouve qu'on a un peu tendance à. Alors, en soi, c'est bien, mais un peu à sacraliser l'écriture, tu vois, un peu un côté, ça te tombe dessus comme ça, comme si un jour, je sais pas qui, Dieu, l'univers, te parle. Et du coup, tu as ton truc et tu écris en 48 heures, tu dors pas et t'écris un chef-d'œuvre. Et c'est faux. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est pas arrivé. Mais peut-être qu'il y a des gens qui sont géniaux et qui y arrivent, tu vois. Mais le monde anglo-saxon, c'est plus chill par rapport à ça parce que on se dit, c'est OK. Tu as peut-être un peu de talent, ou en tout cas une envie d'écrire, mais surtout c'est 90% de travail. Et puis tu vois, c'est comme un truc, un scénario de film par exemple, on accepte beaucoup plus que ce soit très codifié. Tu dois apprendre à c'est faire un scénario, très clair, c'est une structure, truc. Et ben un roman finalement, bah, c'est aussi quelque chose que tu peux apprendre, tu vois, parce que tu as beau aimer écrire et avoir une plume, et ben il faut que tu saches que les personnages, bah, faut qu'ils soient un peu complexes, que l'intrigue, faut que le lecteur tu l'embarques, faut que l'écriture elle soit peut-être un peu resserrée dans le sens un peu qu'on ait envie tu vois, le page turner quelque part, bon c'est pas forcé, mais qu'on ait envie d'avoir la suite, tu vois. Moi un des retours de lecture que j'adore, c'est quand on me dit ah mais quand j'ai fini j'avais envie de connaître la suite, tu vois, parce qu'on s'est attaché au personnage. Voilà. On met dans le chat practice make perfect. Ça marche pour tout, écriture, dessin, blogging, vidéo, programmation. Donc je pense que effectivement c'est Germain Louis qui met ça dans le chat. Je pense qu'effectivement c'est un bon conseil de pratiquer de toute façon pour apprendre et mettre son ego de côté. Ah vraiment, je pense qu'il y a 3 trucs. C'est tu mets ton ego de côté. Tu écoutes des gens qui peuvent, si tu as des gens qui peuvent te relire ou te donner leur avis, qui connaissent un peu, tu les écoutes et tu persévères. Franchement, moi, si je m'étais arrêtée au premier, au deuxième, et puis tu vois, il y a plein d'exemples comme ça, je dis pas du tout que je suis à leur niveau, mais tu vois, tu as Spielberg qui s'est fait éjecter de plein d'écoles de ciné, pas éjecté, mais refusé, et maintenant c'est un des plus grands réalisateurs. T'as plein d'écrivains comme ça. J.K. Rowling, avec Harry Potter, elle s'est fait refuser de toutes les maisons d'édition. Et t'as un pote à elle qui lui a dit, parce qu'elle était vraiment un peu dans la merde et tout, il lui dit bon allez vas-y parce que je t'aime bien,
Vas-y, je vais te... Coucou, re. Ça y est, Myriam était partie. Ouais. Problème de Ouais. batterie. Ah, On t'entend pas, Myriam. Attends, on va te remettre dans le live. Florian est en train de faire en sorte que tu sois parmi nous. Et du coup, tu vas écrire une suite ou non? Ça y est, il y a une fin définitive pour Zineb, pour la Kenza, poule et son cumin. ouais, je disais juste, je disais pour l'écriture, pas d'ego, de la persévérance et de la discipline. En fait, tu persévères parce qu'on va te dire non avant de te dire oui, et c'est normal. Et tu fais une discipline très personnelle, c'est-à-dire que tu te dis, je vais écrire, je sais pas, du temps par semaine pour ça. Et après, si tu peux te faire relire, ce serait cool. Et pour la suite, écoute, je sais pas. Il y en a plein qui me disent ah mais je me suis attachée aux filles, c'est quoi la suite et tout. Pour le moment, je suis pas sur une suite pour le deuxième, mais peut-être qu'un jour je ferai une suite. Je pense que ça peut être intéressant parce qu'en fait on les quitte, ils ont 25 ans. Il y a plein de trucs à dire. Leur vie est longue, quoi. Donc. Alors moi, je vais donner mon avis de lectrice. Ouais, dis-moi. J'ai adoré l'histoire, mais ce que j'ai vraiment le plus aimé, c'est l'écriture. Ouais, moi je suis contente. On te compare un peu à Leila Slimani, donc qui est marocaine aussi, qui a écrit Douce France, que j'ai adoré, qui a pris Goncourt d'ailleurs, Douce France. Que j'ai... Chanson douce, je crois. Douce France. Bah oui, c'est justement Douce parce que France. Ouais, c'est sympa. Ouais. Non, mais parce qu'à chaque fois, son titre, je trouve qu'il me fait un remind call avec ça. Donc, chanson douce, pardon. Que j'ai adoré. Et pareil, j'ai adoré l'écriture. Ouais. Et le deuxième, putain, il est poussif, quoi. J'ai vraiment me suis sentie trahie. Alors, je vais le reprendre. D'autant plus trahi que son deuxième roman, c'était quand même un Marocain avec une Française, c'est exactement le couple de mes parents. Oui, dans le Maroc, à peu près des mêmes années que, tu vois. Donc, j'avais, je pense, des attentes qui étaient trop importantes. Donc, c'est pour ça que je vais le relire. Je pense que j'y allais en me disant, je vais apprendre des trucs sur moi. Il va y avoir une... Tu vois, j'étais, à mon avis, aussi mal axée par rapport à son ouvrage. J'ai quand même aussi une responsabilité de lectrice. Donc, je vais le relire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai trouvé qu'au niveau de l'écriture, il n'y avait pas le même souffle qu'il y avait pour son premier roman. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en tant que lectrice, j'étais peut-être plus attachée au fait que tu me déconnectes de ma vie hyper dense, le journalisme, les enfants, le truc, le machin, et que d'un coup, je suis capable, ton bouquin, je pouvais le lire alors que j'avais le gamin qui hurlait à côté. Je suis trop contente, ça me touche. Ah ouais. Ah non, vraiment, il y a une qualité d'écriture, c'est vraiment un régal, c'est un régal. C'est hyper facile de s'isoler parce qu'en fait, c'est le livre qui t'attrape. Alors que pour plein d'autres, t'es là, t'es obligé d'avoir le silence autour parce que sinon, en fait, tu rentres pas vraiment dedans. Donc, choisis l'histoire que tu veux. C'est vraiment pas nécessaire de reprendre tes personnages. Et c'est juste d'être aussi exigeante que tu l'as été pour ce premier, d'écouter aussi bien ce que tu nous as raconté là, parce que la plume, elle t'embarque, parce que c'est une très bonne alternance entre la psychologie de ce que tu lis et l'action. En fait, c'est ça c'est un parfait équilibre entre les deux. Tu t'apesantis jamais. Il se passe toujours quelque chose. Et même si c'est feutré, c'est quand même quelque chose d'important. Et dans la façon avec laquelle tu arrives, sans te prendre la tête, sans jouer à la Freud, à toucher la nervure de ce qui fait chaque personnage, il n'y a pas vraiment de caricature. Tu vois à chaque fois la faille que nous-mêmes, on aurait pu exprimer en chacun d'entre eux. Et du coup, c'est là que c'est intéressant. Il y en a que tu ne développes pas. Alors, moi, en revanche, j'aimerais bien lire la version longue. J'aimerais bien lire la version longue parce que tu vois, les Karim, les Intel et l'Intel, j'aimerais bien en savoir plus, tu vois. Parce que... écoute, je te donnerai terminé. Ça existe des bouquins qui sortent en version longue comme ça, comme le Seigneur des Anneaux, version courte, version comme longue. Les docs. Je sais pas, mais c'est vrai que tu vois, la version longue, pour le coup, elle a été... Parce que j'ai coupé et ensuite, j'ai travaillé le rythme de l'écriture parce que c'est hyper dur... tu vois, sauf si t'es encore une fois un génie, et ce que je ne prétends pas être du tout, tu ne peux pas être à la fois, enfin moi j'arrive pas à être à la fois dans le fond, enfin t'as bien sûr l'écriture et la façon d'être, mais après, une fois que t'as le fond, t'as l'écriture, t'as le premier jet, après tu retravailles l'écriture en tant que... Enfin, c'est pas que tu retravailles tout le livre, mais tu vois, tu te dis, c'est presque chaque phrase, tu te dis, est-ce que ça sonne bien ? Est-ce que le souffle est bien ? Est-ce que
faut pas que j'enlève ce mot, c'est moins. Et du coup, tu vas refaire un petit coup de maquillage, pas de maquillage, mais Mais de tu sais, Peaufine. on a eu ici Clémy la semaine dernière. On parle pas mal de stand-up sur cette émission. Moi, je me suis entraînée à cette ère-là que j'adore. Je regarde beaucoup de stand-up et tout, et c'est pareil. C'est-à-dire, au début, tu écris ton histoire. c'est ça. Il y a un premier jet. La dernière version qui fera que tout le monde va être mort de rire, ça va être peut-être la V8, la V10. Et encore après, il y a les plateaux qui vont te. Mais tu vas le ciseler. Tu Ouais, vas faire c'est ça. tu vas enlever ce qui te paraît un peu. Tu vas regarder le sous-texte. Qu'est-ce qu'il y a derrière chaque phrase? Ouais. Quelle intention tu mets? Parce qu'en plus, tu le joues. Donc, en fait, Ouais, il faut c'est vraiment ça. que tout ait une signification, tu vois. Et quand je t'entends parler, je trouve que c'est le même travail. C'est-à-dire que tu mais as ton c'est histoire pareil. et puis après, tu vas la structurer, tu vas la Ouais. nervurer, tu vas la renforcer. Exactement. Mais par contre, c'est hyper important d'avoir ce premier jet où il faut pas que tu te dises ah non mais de toute façon ce que j'ai écrit c'est nul ou bien c'est parce qu'il est important le premier jet. Mais il faut accepter que le premier jet soit ça et après de toute façon tu le retravailles. Mais c'est pas grave. C'est une ce base que de comme travail, ça quoi. Ouais, c'est c'est ça. arrivé. C'est comme ça que c'est arrivé. Il faut pas que tu te dises non mais de toute façon j'arrive nulle part. Tu vois. Ma petite sœur, elle fait du dessin elle. Et elle me dit, c'est marrant, quand tu me parles d'écriture, ça me rappelle un peu quand moi je dessine. Elle me dit, mais moi j'ai envie de dire aux gens, quand par exemple elle va prendre des croquis ou quoi, elle me dit, ne regardez pas le début parce que si vous me regardez pendant que je fais le début du dessin, vous allez avoir l'impression que ça ressemble à rien. Mais c'est pas grave parce que ça va quelque part. Et elle-même, elle me dit, parfois j'ai l'impression que je dessine et je sais pas où je vais. Mais au final, parce que tu as le premier jet et après au final tu retravailles et ça donne après un truc super. Mais je crois que c'est partout dans toute création. Tu as un premier truc, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Et après tu le retravailles, puis tu espères que ça va. Mais bon, le plus dur pour ceux qui veulent écrire, et je vous donne ce conseil-là, c'est de trouver quelqu'un qui te publie, parce que c'est dur quand t'as pas. Enfin, moi, j'avais aucune relation, quoi que ce soit. Mais il faut persévérer, parce que si c'est vraiment un rêve que vous avez, ça veut pas forcément dire que c'est pas bien ce que vous faites, le fait de pas réussir à se faire publier. Ça veut juste dire que c'était peut-être pas le bon moment, la bonne circonstance, la bonne collection, parce que ça je savais pas par exemple, mais faut bien voir les éditeurs, ils ont parfois des lignes éditoriales. Et on sait pas trop, nous, en tant que lecteurs et tout, on a l'impression que bon, quand un livre se publie, mais parfois, il y a tel éditeur qui va plus faire ce genre de truc, il y a tel éditeur qui. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment vous renseigner. Alors, vous avez compris, quand vous écrivez vos premiers livres, vous envoyez un petit message à Zineb pour savoir si c'est bien, à qui le proposer. Déjà, en tout cas, merci. Merci beaucoup Zineb pour ta générosité, merci le temps que tu nous as beaucoup, donné, tous les tips aussi pour ceux parce que tu sais que c'est le premier rêve des Français. Hein. Ah ouais. C'est de devenir auteur et à mon avis c'est aussi un rêve de liberté parce que quand tu es Bien auteur, sûr. quand tu es écrivain, tu peux travailler où tu veux. J'avais reçu une autrice qui s'appelle Mario de honte à moi, je retrouverai, qui est une grande autrice pour enfants. Ça fait 30 ans qu'elle écrit. Et en fait, c'est fantastique. C'est une femme extraordinaire. Et elle expliquait un peu la même chose que toi. C'est-à-dire qu'elle avait... En fait, c'est vrai qu'elle expliquait la même chose que toi. Elle avait un thème qu'elle avait envie de développer. Alors, elle, c'est pour la littérature jeunesse. Ouais. Donc, elle parlait beaucoup avec les enfants. C'est pas seulement elle écrivait pour les enfants, mais dès qu'elle voyait des enfants, elle les écoutait. Et elle voyait cette petite histoire en classe, parfois compliquée, que ce soit un... Marie-Claude Muraille. Miraille. Merci. Muraille. Génial, elle est géniale. Et en fait, elle prend les problématiques contemporaines chez les enfants. Ça peut être un divorce, ça peut être de la scarification, ça peut être des problèmes de drogue, ça peut être des problèmes ou comment la politique est perçue, enfin des trucs très contemporains. Et elle va construire une histoire autour. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est que elle prend ce thème-là, elle va questionner les enfants, voir ce que ça leur évoque dans leur imaginaire. Et puis ensuite, elle va enquêter, comme tu le fais. Et elle va construire autour. Et après, il y a l'histoire qui arrive. Et c'était très intéressant de l'écouter. Et il faut être hyper dans la rencontre de l'autre, tu vois, ce que tu dis par rapport au fait d'aller voir les enfants. C'est ça, moi je suis allée voir les femmes pour leur parler et tout, parce que tu es plus près de la réalité. Et puis même, ça te donne des idées. Tu te dis, ah waouh, jamais j'aurais pensé, parce que c'est pas forcément ta vie que tu racontes. Donc, et c'est chouette d'aller vers. Moi, il y a des passages de ton livre où je me suis dit, comment elle a pu aller dans. Parce que rien que dans le bouquin, tu as des moments, je vais pas spoiler, où tu te dis, tu es sûr que ce qui arrive à ce personnage, elle en a jamais parlé dans sa vie. Tu vois, et tu sais que cette histoire, elle a existé, tu le sais, c'est évident. Et en fait, de le lire, tu as l'impression, tu vois très bien de quoi je parle, j'imagine,
ce qui est beau dans ton livre, surtout en tant que femme aussi, c'est que tu fais le tour aussi de ces réalités féminines qui sont cloisonnées et qui le problème de l'intime, c'est quand il t'emprisonne et que tu peux pas en sortir et que tu peux pas du coup vivre ta vie, que en fait ça t'empêche de progresser sur autre chose. Et en même temps, ce qui est beau dans ton ouvrage, c'est qu'on se rend compte grâce à ces deux personnages qui viennent de deux milieux différents que malgré tout, malgré sa naissance, malgré les carcans, malgré le pays où on habite, malgré les faux rêves qu'on a en tête, malgré les désillusions, eh ben on peut quand même tracer sa voie, peut-être pas toutes, mais c'est peut-être pas là où on est né, ce qui nos déterminismes qui va forcément choisir pour nous. Et c'est ça qui est joli, c'est qu'en fait je trouve qu'il y a pas c'est pas un conte de fées. C'est pas du tout un conte de fées. Enfin, tu vois qu'il y a des personnages, tu vas les laisser sur les bords de la route et que leur destin, il est brisé. Et il y en a d'autres qui sont censés avoir exactement le même chemin et qui vont vivre autre chose. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé chouette, c'est que tu es toujours sur ce fil du rasoir. Tu sais jamais si tes héroïnes, elles vont s'en sortir ou pas. Et en même temps, dans la façon avec laquelle tu écris, en tant que femme, parce que la sexualité féminine, c'est quand même l'une des choses les plus complexes, parce que même les hommes n'arrivent pas à vraiment... D'ailleurs, c'est où le clitoris déjà? Non, pardon. Ok, rien à voir. Non, mais si, ça a à voir, parce que tu vois, c'est une représentation du sexe féminin qui est tout récent. Enfin, moi, jamais on m'a parlé de clitoris quand j'étais jeune, par exemple. Mais bref, tout ça pour dire que c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ça s'appelle La poule et son cumin. Mardi prochain, on saura, et on espère pour toi que tu auras le prix Goncourt du premier roman. En attendant, on rappelle quand même que le grand art Ben Jelloun, salue ton œuvre, c'est quand même un gage de qualité. Ouais. On t'embrasse parce que moi, il va falloir que je m'en aille, Hugo. Je vais dire bonjour à Stéphie. Pourquoi la poule et son cumin? Non, je rigole. Vous allez faire... Non, mais c'est hyper important ce que tu as dit, Myriam. Et surtout, il y a ce côté, même si tu vois, c'est sur le Maroc, il y a aussi beaucoup de moments en France et tout. Ce qu'on voit, c'est que la littérature, quel que soit le milieu, la géographie, la religion, en fait, on se retrouve tous, c'est hyper universel parce qu'au final, on a les mêmes joies, les mêmes peines, la même envie d'être heureux et les mêmes difficultés à l'être, quoi. La solitude. Et ça qui est chouette, c'est que finalement, on s'en fiche un peu de où est l'histoire. Le plus important, c'est ce que ça nous fait comme émotion. On sera avec toi en tout cas mardi. Les amis, je vous embrasse très fort parce que j'ai toute ma famille à moi qui m'attend. Merci beaucoup. On envoie des textos depuis... Non, on t'embrasse très fort. Bye bye. Merci beaucoup. Plein de bonnes choses. Bon on dira sur les réseaux qu'il faut tous voter pour toi, mais en fait, c'est les auteurs qui votent. Donc, on sera plutôt là à regarder les applications d'actu pour espérer que tu vives ça. Mais croisez les doigts et lisez le livre. Si vous me donnerez vos avis, vous pouvez me donner vos avis. Moi, je réponds à tous les retours de lecture parce que je suis comme une gamine à chaque fois. Ça me fait trop plaisir qu'on ait lu mon livre. Je dois l'envoyer déjà. J'ai déjà promis à 2 potes de leur envoyer. J'ai une copine à Aix qui est franco-marocaine comme moi qui n'attend que ça de le lire. Et donc voilà. Donc écoute, on t'embrasse. À très bientôt. Merci d'avoir été notre invité. Merci très honorée. Merci. À bientôt. On va accueillir Elsie pour le moment. Salut Elsie. Comment estás? Pour la recette, la famosa receta des sablés coco. Ah, Elsie. Ah, ça y est. Paf, connexion. On est ensemble. Alors Elsie, je vais vraiment manquer à tous mes devoirs, mais il est 13h30, il faut que je parte. Et parce qu'il faut que je rejoigne les enfants. Et là, je pouvais pas. Oui, en fait, 13h30, c'était le maximum. Ah ouais, carrément. Cash bam, elle est partie. Ok. Disparue, Myriam. Je pense qu'elle s'est fait tège par la régie carrément. Non. Elle est en... Pauvre Myriam. Alors, Foucault m'a viré. Tu t'es fait Florian, virer. il a pris parti. Ouais, je pense que t'as vexé Florian, tu vois. Il s'est dit, ah ouais, elle s'en va comme ça et tout. Okay, ouais, je file. Qu'est-ce que tu vois, il m'envoie encore des textos, là, je les vois sur mon écran. Qu'est-ce que tu vas nous faire, Elsie, aujourd'hui? Je sais que tu vas regarder en replay. Ah, j'adore. Déstabler à la coco. J'adore. Parfait. Écoute, je vais regarder le replay. Je t'envoie un grand message. Je t'envoie plein de bisous. Moi aussi. Bisous Myriam, moi aussi je veux bien des bisous. Bisous tout le monde, je file. Bisous. Vas-y. Et bah nous deux Elsie. Et voilà. Effectivement, des sablés coco en forme de cœur. Pourquoi en forme de cœur? Parce que qu'on est dans un monde de bisounours. Non. Je sais qu'on n'est pas dans un monde de bisounours, mais un petit peu de douceur, ça fait du bien. Ah, il y a un petit écho, non?
Ah, je sais pas. Oh là. Alors là, Oh, mon Dieu. Bon, on va s'en sortir quand même. désolée, je sais pas trop m'occuper de tout ça. Dans le chat, il y a un écho, on est d'accord? Je sais même pas. Si c'est que moi ou si ça va aussi dans le live. C'est bon normalement. Bon. Alors, je sais, la dernière fois, alors j'avais fait une capture d'écran parce que c'est Osneto. J'avais fait une capture d'écran pour me rappeler du nom. Osneto avait parlé des Meloui. Et moi, je ne connaissais pas du tout. Et voilà, il avait proposé cette recette pour une prochaine fois. Et en fait, la semaine dernière, au lieu de regarder la recette sur Internet et de savoir ce qu'il fallait, je me suis dit, je vais faire mes courses et puis j'aurai certainement ce qu'il faut à la maison. Sauf que, bah non, j'avais pas ce qu'il fallait. Du coup, ça sera pour la semaine prochaine, les Meloui. Et en même temps, ça me donnera l'occasion d'encore essayer. Non, mais ça fait un petit teaser sympa. J'ai fait pour la semaine prochaine. ce que j'avais, ce que je savais faire. Voilà, n'est-ce pas? Ok. De quoi a-t-on Donc, besoin? les sablés coco. Alors, de la farine. Alors, on peut prendre de la farine simple, ou bien, si on veut donner un côté plus exotique, on peut prendre et un côté plus sans gluten. Ah, on peut On créer peut une le faire mixture avec de de la farine. farine d'avoine, qui donne, voilà, un mélange de farine. Alors, la farine d'avoine peut être sans gluten, mais en fait, si on veut vraiment, pour des personnes qui sont vraiment sûres d'être sans gluten, on peut trouver de la farine d'avoine qui est 100% sans gluten. Donc Non, mais voilà, là, si et on se on met peut des faire un contraintes mélange comme ça, avec de la déjà on est farine de vegan riz. 100%. C'est déjà ultra hard level. Si en plus on est Ouais, vegan je sais, plus sans gluten, on c'est va jamais plus sans trouver de gluten, recette. mais alors, en fait, c'est ça le but quand j'essaye des recettes, justement parce que j'ai des amis qui sont véganes et sans gluten. Et donc, ça rend les choses compliquées. Du Ouais. coup, bah, c'est pour ça que je fais mes petites recherches et j'essaie de vous trouver des choses cool. Mais bon, pour ceux qui sont pas sans gluten, prenez de la farine simple ou de la farine d'avoine. La farine d'avoine va donner un croquant que la farine de blé ne va pas donner. D'autant que, faut être honnête, j'ai fait mes courses ce matin et la vraie farine, enfin la farine de blé, est difficile à trouver en ce moment dans les supermarchés. Je sais pas pour vous, mais moi, il y avait Tu veux dire rien. que tu as fait tout ça pour Il nous n'y avait pas de ce farine. matin? Non. Ok. Non, honnêtement, bon, ça, je l'ai fait à 6h du matin, les photos, mais donc, non, j'ai fait mes courses pour la semaine prochaine, et c'est vrai que la farine de blé est difficile à trouver, mais c'est pas grave. Ok. Donc, pour la version sans gluten, qui est celle que je vous présente dans les gâteaux, donc il faut de la farine d'avoine, farine de riz, fécule de pommes de terre et fécule de maïs, qui au Ok. final n'est pas très difficile à trouver. On va avoir du sucre roux, de la noix de coco râpée, évidemment, de la margarine et une pincée de sel. En fait, il faut pas beaucoup de trucs. Alors, Farine, la sucre, margarine... margarine. Non, il faut pas et beaucoup noix de de coco. trucs. C'est ça. C'est Mais ça. fastoche, Et tu veux dire, alors, tu par pourrais contre, le faire peut-être, la non? margarine que vous... Mais bien sûr, sans aucune difficulté. Honnêtement, alors, si tu peux trouver la margarine que j'ai mis en photo, qui est la fruit d'or en format dur, c'est une forme... voilà, c'est intéressant parce qu'elle ressemble au beurre et elle a les mêmes propriétés. Du coup, enfin, dans le sens où ça va être très croquant et il va y avoir disons que l'effet est similaire à celui qu'on aurait si on utilisait du beurre. Ok. Donc voilà. On peut l'utiliser même pour les viennoiseries, je l'ai fait et le résultat est fameux. Donc voilà, la recette, elle est toute simple aussi. On préchauffe notre four, comme d'habitude. Et dans notre saladier, on met toutes les farines, la noix de coco râpée, le sucre, la pincée de sel. Ensuite, on va mettre la margarine coupée en petits morceaux, justement pour que ce soit plus facile à s'amalgamer. On va frotter entre les mains, comme si on faisait ramollir un peu avant, comme ça c'est plus simple comme pour les cookies. Un petit peu. Ouais. Voilà, c'est ça. Je Et le ensuite, savais. on va frotter entre les mains le tout, comme pour faire une pâte brisée. Et quand ça s'est bien effrité, eh bien, on rajoute de l'eau fraîche, pour avoir une pâte qui soit homogène, ni trop sèche, ni trop humide. Et le truc, pour éviter
Ça, c'est un truc que j'ai découvert récemment. C'est que l'idéal, c'est d'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé ou de papier cuisson. Souvent, ce que je faisais dans le temps, c'est que je mettais de la farine sur mon plan de travail, je farinais bien, j'étalais, et au fur et à mesure, il y a de la farine qui s'installe, qui s'incorpore dans la pâte, et à la fin, les gâteaux sont durs. Tandis que si on le fait entre 2 feuilles de papier cuisson, eh ben, c'est impeccable, c'est toujours parfaitement croustillant. Tips Donc, voilà. incroyable. Alors, et vous pouvez... j'avoue que j'en ai besoin. Ouais, non, c'est pas grand chose, c'est des petits trucs, mais j'ai fait l'autre jour, donc parce que l'autre jour j'ai moi, fait une quiche et j'avais trop de pâte feuilletée et du coup j'ai voulu la réétaler pour faire des feuilletés oui. et je me suis galéré. Déjà j'avais pas de rouleau et en plus je mettais de la farine en plus et tout. Ah. Oh l'enfer. Bref, ouais, j'arrête de non, raconter ma vie c'est comme pour ça. Non, alors si t'as pas de rouleau, c'est pas difficile, t'as automatiquement Non, j'ai pris un une pot de gourde. conserve. Un quoi? Bah voilà, une gourde. Il y a une conserve. Une conserve. Par exemple des haricots. Ouais, Ah tu sais, ouais, les mais pots moi en j'ai des verre. conserves pour Et- une personne. Ça veut dire que là, pour étaler de la pâte avec des petites conserves comme ça, Ouais. Sinon, un pot de. Enfin, voilà, les pots de miel ou des choses comme ça, des pots en verre, quoi. Ça, c'est pratique. ouais, j'ai pris une Ça gourde. permet d'étaler. Ouais, c'est impeccable. Bah voilà, ça a marché. Mais effectivement, entre 2 feuilles de papier sulfurisé, ça permet vraiment d'améliorer les choses. Et donc là, on va couper. Alors, soit avec l'emporte-pièce que l'on a, donc là, c'était des cœurs. C'est au couteau. Mais on peut aussi faire au couteau, exactement. Enfin, moi, ce que je fais, c'est que je coupe parfois en petits carrés et hop, au four. Moi, je Et ferais des petits c'est super je pense. pratique. Bah voilà, écoute, tu prends, tu Je suis un fais artiste, moi. voilà, tu fais comme tu as envie. Alors, une chose est sûre, c'est que si vous voulez que ça cuise bien, il faut un peu espacer vos gâteaux qui sont pas cuits, parce que si on les coupe en carré, moi ça m'est arrivé de couper en carré, donc sur ma plaque, et du coup j'ai tout mis à cuire, mais s'il n'y a pas d'espace entre les petits morceaux, ils se sont recollés, non, même pas, mais c'est que l'extérieur a cuit, mais pas l'intérieur. Donc, il a fallu enlever ceux qui étaient cuits, remettre au four, donc c'est un petit peu compliqué. Tandis que si on laisse un espace de même 5 mm entre chaque, ça marche très bien. Et on met au four, donc four chaud à 180 degrés, jusqu'à ce qu'il soit doré. Et il faut vérifier qu'il soit doré au-dessus et en dessous, parce que sinon, ça va être trop mou. Et c'est pas très intéressant quand c'est mou. Moi, j'aime bien quand c'est mou. Il faut que ce soit bien croustillant. Mais bon, après, voilà. Alors là, il faut que tu fasses tes essais. Alors, il faut savoir que quand on les sort du four et quand on les met à refroidir, ils vont se raffermir en refroidissant. Donc, au début, ils sont voilà, un peu, n'attendez pas qu'ils soient... un peu comme les tuiles. Ouais, ils sont toujours Après, un on petit les peu mous. tuile. C'est ça. Ok. Ça. Ouais. Alors, l'idée aussi que j'ai eue, c'est que peut-être on pourrait, à la place de la noix de coco, utiliser de la poudre d'amande. Donc ça ferait des sablés aux amandes. Alors, c'est un essai. Mais là, coco, ça marche très bien. Ouais, coco, c'est bien. Franchement, mais il faudrait. super bon. Moi, avec les sablés, c'est sec quand même. Il faut une petite crème anglaise, un petit truc au chocolat, oui. une petite chantilly, un petit. C'est ça. Bon, c'est pas du tout Alors, vegan, si vous voulez. Non, mais si vous voulez trouver une crème au chocolat avec de la chantilly vegan, il y a, alors je ne sais plus la marque, mais si vous allez à côté des yaourts au soja, vous allez trouver des mousses au chocolat avec de la chantilly et c'est juste tellement bon et c'est à la base de lait d'amande et c'est franchement c'est ah oui, j'avoue. Je crois que c'est Saint-Hubert, mais c'est bonne idée avec ça. C'est bonne idée. Voilà, et on peut en trouver en vegan. Petite glace vanille, mousse au chocolat, aussi. plus le sablé, un petit thé. Ça. Non, mais là, c'est... Voilà. On est là. Là, t'as un goûter super, quoi. Ok, mais merci beaucoup, Elsie, comme d'hab, pour notre petite recette. Eh bien, avec plaisir. Je m'étire parce que voilà, on est en vacances. J'ai besoin de m'étirer. Ouais. Je suis assis depuis trop longtemps. Super. Ah bah, alors, il te faut un bureau électrique. Ouais, ça coûte 1500 balles, mollo. Non, okay. non, ça coûte pas 1500 balles en fait. Tu peux trouver Nous, c'est ce qu'on a fait. On a trouvé tout ce qui est partie électrique et on a mis notre table, enfin notre bureau qu'on avait avant, on l'a mis par-dessus et c'est du tonnerre. Bon, franchement. Je vais en parler à mon patron.
Ouais. Il a peut-être accepté, je sais pas. J'espère. Ah. Merci pour les conseils. Ah ouais, ça serait bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup Elsie d'être venue. Avec je plaisir. vous Merci de votre invitation. Ça fait plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. On a déjà la recette en marche. plus. Tu nous l'as teasé. Voilà. C'est un Méloui. Méloui. C'est des mélouis. by Ouais. Osneto. ça. Et voilà, donc les amis, merci d'avoir suivi ce live. Retrouvez le replay sur YouTube, sur Instagram aussi, on est là, et sur Twitter. Donc, et même sur TikTok, on met des TikTok maintenant. Voilà, on a décidé de faire des petits, voilà. des petits extraits et ça arrive directos sur TikTok. Donc, à la semaine prochaine. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Portez-vous bien. Ciao. Merci. C'est pour de faux. On est sur Twitch, on est sur Twitch, on est sur Twitch. C'est pour de faux. Anto et Matt à la régie. Hugo nous fait le pitch. C'est pour de faux. Je reste Elsie. Comment tu fais? Recette d'Elsie. C'est pour de faux. Ici tout le monde peut donner son avis. Viens donner le tien. C'est pour de faux. Regarde la caméra. Y'a quoi? Reportage de Karina. C'est pour de faux. Myriam. Yes. Journaliste comme y'en a pas des myriades. C'est pour de faux. Volontaire et sympa. C'est qui? L'invité du chat. C'est pour de faux. On est sur Twitch alors viens profiter. C'est pour de faux. Et voilà, c'était